Ton site ne sert à rien. Monte tes prix. Ne vends jamais de cours à l'unité. Après plus de 10 ans à enseigner en ligne, je vais vous donner en 10 minutes les conseils les plus importants à retenir. Conseil numéro 1. Prends un jour par semaine pour travailler sur ton activité. Souvent, quand on devient prof de langue en ligne, donc freelance, indépendant, comme tu vas l'être, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat. Et donc en fait, il faut que tu penses ton activité et ta semaine différemment. Si tu penses que tu dois juste faire 35 heures et que 35 heures vont te permettre de vivre, ça peut être vrai, tu peux vivre 10 heures de travail par mois, tu peux vivre avec 50 heures de travail par mois. Ces choses-là sont variables. La réalité, c'est qu'il va y avoir une partie de ton activité qui va être de faire les choses, de travailler dans ton activité, c'est-à-dire donner les cours. Et il va y avoir une partie de ton activité qui va être de travailler sur ton activité. Et donc, pendant ce jour par semaine, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de bloquer ce jour par semaine. Alors, tu vas peut-être me dire, non, mais moi, je donne à peu près 15 heures de cours par semaine, donc j'ai pas mal de trous et tout ça, je peux le mettre entre. Je te déconseille de faire ça, simplement parce que c'est beaucoup plus dur de changer de tâche. Si tu donnes un cours et qu'après, tu as une heure avant le prochain cours et que tu décides de travailler sur quelque chose qui va t'aider dans ton marketing, ton acquisition, peu importe, c'est difficile. C'est beaucoup plus simple quand tu te dis, chaque mardi, je ne donne aucun cours et le mardi, j'ai une tâche importante à faire que je consacre à mon activité. Tiens, un bon exemple, par exemple, aujourd'hui c'est lundi et j'ai décidé que tous les lundis, à partir de maintenant et pour les prochaines semaines, j'allais uniquement me consacrer à la création de scripts et l'enregistrement de vidéos. Le plus gros problème des profs, c'est souvent qu'on se laisse aller à avoir des cours et à remplir notre emploi du temps parce qu'il y a un petit côté satisfaisant et addictif. Surtout quand tu travailles sur les plateformes, t'aimes bien voir ton emploi du temps se remplir, avoir des étudiants et tu très peur de quelque chose, c'est dire non à tes étudiants ou bien perdre des étudiants en augmentant tes prix. Mais si tu réserves un jour par semaine pour ton acquisition, tu peux te poser et réfléchir à des stratégies pour trouver plus d'étudiants, pour augmenter tes prix ou pour donner des cours de meilleure qualité. Conseil numéro 2, très valable, surtout si tu es complètement débutant et surtout si tu n'es pas de ma génération. Ce qui est bizarre à dire pour moi parce que je suis probablement un petit peu au milieu de tout le monde. Mais si tu es un petit peu plus âgé, typiquement, peut-être que tu es moins à l'aise avec la technologie. Je dis ça, mais j'ai vu beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que moi être complètement largués avec des outils très simples. Donc tu dois apprendre à utiliser, je dirais, 3 types d'outils assez simples. En dehors des plateformes, des choses comme ça, des outils de réservation, il y a 3 outils que tu dois apprendre à utiliser. Le premier, c'est un outil de vidéoconférence. Skype, Google Meet, Zoom, peu importe ce que tu utilises, tu as besoin de savoir comment ça marche, de débloquer les problèmes quand ton micro ne marche pas, quand la vidéo ne marche pas, de comprendre qu'est-ce qui fait une bonne lumière quand tu peux parler et surtout de comprendre simplement qu'est-ce qui fait qu'un micro marche bien ou pas. Petite clé, ton micro marche bien s'il est près de ta bouche. C'est le plus simple. Parce que peu importe si celui-là il coûte beaucoup plus cher que l'autre qui est là-bas, si je suis loin de celui-là et proche du micro qui est là-bas et sur mon ordinateur et tout ça, le son va être meilleur sur mon ordinateur. Donc, première chose, outil de vidéoconférence. Deuxième chose, un outil d'intelligence artificielle. Ah ouais, on est presque en 2025 et donc il serait temps de s'y mettre. Surtout que j'ai jamais compris le truc des gens qui disent « Oh, l'IA, moi j'y comprends rien, je suis nul en technologie. » C'est pas grave. Parle à l'intelligence artificielle, donc je parle là de ChatGPT et autres outils, Gemini, peu importe ce que tu veux utiliser, mais qui sont des large language models, peu importe, des trucs où tu écris du texte, ça te répond, comme un être humain à qui t'écris. Pour savoir les utiliser, tu vas sur Google, tu tapes ChatGPT, tu vas sur le site de ChatGPT, tu crées un compte et tu as une fenêtre où il n'y a rien, tu tapes dessus, tu dis bonjour, il va te répondre et tu parles normalement comme un être humain. Au bout de quelques allers-retours, tu vas commencer à comprendre ce qui est possible, tu testes des choses. Il peut te générer des cours, tu vas voir qu'il peut t'aider à trouver des solutions et tout ça. Tu vas voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et oui, c'est du texte, et oui, il y a des limitations, mais en fait, c'est pas très difficile d'accès en fait. Et je crois que beaucoup de personnes en ont peur en pensant que parce que c'est de la technologie compliquée, on l'utilise pas. Mais ça, c'est de la technologie supra compliquée. Et tout le monde l'utilise. Bref. Troisième outil, prendre des notes pendant le cours. Ne mets pas tes notes dans le chat de l'application que tu utilises de conversation, ne mets pas tes notes, c'est-à-dire les corrections d'orthographe, de prononciation, le vocabulaire. C'est sympa quand ça apparaît, mais à la fin du cours, il quitte cet outil-là et il va faire sa vie et donc les notes sont perdues en gros. Mets-les dans un document Google Doc au moins. Moi j'utilise d'autres outils dont je vais parler sur cette chaîne. Si tu es largué avec la technologie,
Google Doc. Un document partagé avec l'étudiant où tu écris dessus, c'est mieux que 60% des profs. Troisième conseil, focalise-toi sur une approche, une façon d'enseigner pour un type d'étudiant et quelques outils. N'essaie pas d'être prof qui fait tout, sauf si tu as un master en FLE ou je ne sais quoi, dans quel cas, mes conseils, tu n'en as pas besoin, tu es beaucoup plus qualifié que moi. Moi, je suis probablement très nul comme prof de français, c'est-à-dire que je ne peux pas donner des cours aux enfants, en groupe, je ne sais pas enseigner la grammaire, je ne sais pas enseigner la prononciation, en fait je sais rien faire, mais par contre il y a un truc que je sais faire, c'est de la conversation, une approche de conversation qui donne des résultats et qui est sympa pour les étudiants. Et pour ça, j'utilise des outils comme les flashcards Enki et j'ai une façon d'apporter d'aller dans ces conversations qui est structurée d'une certaine façon. C'est mon approche, c'est ma technique, c'est ça que je fais. Si j'essayais de tout faire, je serais probablement médiocre en tout. Donc je te conseille de choisir une approche, un type d'étudiant, pour moi c'est les personnes qui veulent de la conversation, et quelques outils. Conseil numéro 4, les meilleurs profs de conversation ne sont pas des bons profs. Ce ne sont pas des bons profs, mais ce sont des personnes qui sont bonnes en conversation. Si tu donnes déjà des cours, et que tu as des étudiants à qui tu t'entends bien, tu te dis certainement c'est bizarre, mais ils me parlent de trucs assez perso dans leur vie. Et en fait, cette relation parasociale, on peut appeler ça parasocial, ou on peut appeler ça juste bien s'entendre avec ses étudiants et parler de trucs intéressants. Moi, c'est ma vision. Ça, c'est quelque chose de super bien. Parce qu'en fait, nous les êtres humains, on a des besoins, on a des trucs qu'on aime. Et en 2024, bientôt 2025, ce qui est rare et difficile, c'est d'avoir des conversations sympas et profondes avec des gens qu'on aime bien. Ça, c'est super dur et ça, c'est super rare. Et pour beaucoup d'étudiants, finalement, c'est plus important qu'apprendre la langue. Parce que moi, ça m'arrive même d'avoir des conversations comme ça qui sont principalement en anglais. Et j'enseigne pas l'anglais, parce que c'est des natifs de l'anglais qui me parlent. Donc, les meilleurs profs de conversation savent créer cette relation. Parfois, cette relation, tu ne peux pas la créer parce que les personnes sont trop différentes et tu vas devoir faire des cours différemment. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'établir cette relation de façon proactive, en leur parlant beaucoup de toi et des choses qui t'intéressent. Conseil numéro 5, ton site ne sert à rien. En gros, ton site ne te permet pas de trouver des étudiants. L'époque où tu pouvais faire un site internet qui s'appelle jeandupont-profdefrançais.com et que les gens allaient taper prof de français sur internet et te trouver sur jeandupont-profdefrançais.com, c'est terminé. C'est terminé, c'est très difficile à faire. En fait, ton site internet ne te sert qu'à une seule chose, permettre à tes nouveaux étudiants de réserver des leçons d'essai ou des leçons qu'ils ont déjà achetées, et de faire des paiements. Donc ton site internet, c'est une page où il y a ta photo pour bien montrer que c'est ton site, il y a un peu de texte, juste histoire de, et c'est tout. Point numéro 6. Ta capacité à trouver des étudiants est directement liée à ta capacité à écrire des messages qui te mettent mal à l'aise. Je t'explique. Pour chaque activité de marketing, c'est-à-dire pour trouver des étudiants, tu vas devoir écrire, parfois parler directement, en communiquant quelque chose qui risque de te mettre mal à l'aise. Parce que tu vas devoir te vendre. Tu vas devoir montrer qui tu es et dire « Hey, est-ce que tu es intéressé par ça? Est-ce que tu veux prendre des cours avec moi? Ou est-ce que tu connais des gens? Est-ce que tu serais intéressé par des cours? Regarde, je fais ci, je fais ça. » Normalement, si tu es un être humain normalement constitué, tu devrais être un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Le marketing, ça ne met pas à l'aise parce qu'on demande quelque chose aux gens, même si c'est indirect, même si on propose quelque chose parfois gratuitement, mais ça met mal à l'aise parce qu'on s'expose à des réponses potentiellement négatives. Et donc, par exemple, ton site internet, ça c'est une activité où tout le monde est très à l'aise pour le faire. Ça met à l'aise. Par contre, prendre ton Gmail pour écrire des emails à des gens que tu connais, mais ça fait longtemps que tu n'auras pas parlé et peut-être ils seraient intéressés par des cours, ça met mal à l'aise. Pourtant, ça prend pas beaucoup de temps et c'est les activités les plus efficaces. Alors, le plus simple pour prendre l'habitude de faire ça, c'est d'écrire fréquemment des emails à tes étudiants, à tes anciens étudiants, de prendre l'habitude d'être en communication avec des gens qui sont intéressés par tes cours. Conseil numéro 7, monte tes prix. Monte tes prix. Monte tes prix. C'est vraiment le conseil que je me serais donné toutes ces années depuis les 10 ans que j'enseigne sur les plateformes et en dehors des plateformes. Monte tes prix. Pas parce que mes prix étaient pas
étaient trop bas, mais à chaque fois que j'ai monté mes prix, ça s'est bien passé. À chaque fois que j'ai monté mes prix, j'ai eu des meilleurs résultats. Alors évidemment, à un moment, tu atteins un plafond, mais ça te permet d'avoir plus de temps à côté pour trouver des étudiants qui peuvent payer tes cours à ce prix-là. Monte tes prix. C'est vraiment le conseil le plus simple. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. 8. Conseil numéro 8. Ne vends jamais de cours à l'unité. Parfois on voit ça sur les plateformes ou certaines personnes sur site internet. Ils disent mon prix horaire c'est ça et voici réserve un cours ici. C'est un cours d'1 heure et tu peux le réserver et tu as un cours. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que en fait tu as un coût d'acquisition que tu dois comprendre. Tu as déjà beaucoup investi. Soit tu as investi en temps, parce que tu as créé du contenu, ou tu as réseauté, ou tu as contacté des personnes, soit tu as investi, parce que par exemple c'est une plateforme et tu investis un pourcentage des cours que tu vas donner à la plateforme. Bon, c'est un cas un peu différent. Pour faire simple, ton étudiant, il arrive, il est intéressé par tes cours, il est prêt à acheter, il veut des cours, pas un cours. Il veut pas un cours de français, personne ne cherche un cours de langue. Il veut un prof qui lui dise, voilà, on va faire 10 cours ensemble ou 20 cours et après on revoit ou quoi. À ce moment-là, c'est plus simple pour tout le monde. Dernière chose que j'ai apprise, il faut se faire aider. C'est un boulot super solitaire que de donner des cours en ligne. C'est très difficile, on est tout seul devant notre écran. On a l'impression de passer notre vie à parler à des gens et au final, on a l'impression de voir personne. C'est difficile et c'est difficile parce qu'aussi on se sent vraiment isolé par rapport à ce qu'on doit faire à la prochaine étape, même si on le sait de façon un petit peu abstraite. Oui, il faudrait que je fasse du contenu, il faudrait que je trouve des étudiants autrement, il faudrait que je contacte des gens, il faudrait que j'essaie une autre plateforme, il faudrait que... Mais au final, c'est très difficile. Ce que je te propose, c'est de t'aider. Dans la description, il y a un lien. Tu t'inscris, tu vas recevoir 3 vidéos, une formation vidéo en 3 jours qui va t'aider à lancer ou amener ton activité au prochain niveau. Il va aussi y avoir un formulaire qui va me permettre de savoir si on peut travailler ensemble et si c'est le cas, on se fera un appel et on verra où on peut aller ensemble. Voilà, à la prochaine.